Voilà, donc produire autrement et articuler les enjeux économiques et sociaux et environnementaux. Donc à la tribune, on a le plaisir d'accueillir Aurélie Trouvé, ex-porte-parole d'Attaque. Je pense que tout le monde la connaît à ce titre-là. Aurélie est également et surtout docteur en sciences économiques, maître de conférences à AgroParisTech et agronome de formation. J'en profite aussi pour signaler à ceux qui seraient intéressés qu'Aurélie est autrice d'un livre qui s'appelle Le bloc arc-en-ciel et édité à La Découverte et qui est déjà disponible. Alors, alors un débat pour approfondir donc le chapitre 2. Ce débat et cette partie du document, ce n'est pas une nouveauté pour le GIEC. On avait déjà investi la question environnementale dès notre 18e congrès. On avait notamment construit une campagne avec construire le numérique autrement, parce que dans les thèmes qui sont proposés dans le chapitre 2, je vais vous en faire une petite liste, nous avons à ce sujet-là 5 fiches que je vais vous reciter. Donc nous abordons la question de la production à la lumière des enjeux économiques, sociaux et environnementaux, sous l'angle d'abord de la recherche, la nécessité de financer la recherche et de développer les transitions productives. Ensuite, la nécessité aussi d'articuler les enjeux environnementaux et industriels, c'est votre fiche 9. La fiche 10, elle, aborde la question de la métropolisation du pays, avec laquelle il conviendrait d'en finir pour les problématiques qu'elle pose. Évidemment, nous lions les enjeux sociaux à ces questions-là et nous souhaitons faire de l'égalité un des enjeux et un des leviers pour reposer la question des besoins, la réponse aux besoins économiques et sociaux. Et enfin, la dernière fiche qui correspond à la fiche 12 traite de l'intelligence artificielle à mettre au service d'un nouveau modèle économique, social et environnemental. Ce thème aussi, je reviens sur le fait qu'on les a développés au travers de deux ateliers préparatoires qui ont été mis en œuvre à Toulouse et à Lille. Donc certains d'entre vous sont, je pense, déjà investis du sujet et ça sera un atout pour le développement de notre table ronde. Et puis je rappelle aussi qu'à ce sujet, l'UGIC a sorti le manifeste pour la responsabilité environnementale en février 2021. Donc, on va surtout, au cours de cette table ronde, s'attacher à s'intéresser au processus de production sur lesquels nous, en tant que salariés, on souhaite investir et sur lesquels on souhaite intervenir. Ce que je propose, c'est que pour laisser aussi à Aurélie le temps de formaliser ces éléments de réponse, j'appelle Anne-Catherine de Lyon. Can you come here? Thank you. Et je vous propose d'écouter son intervention et ensuite on repassera la parole à Aurélie. Bonjour mesdames, messieurs. Je suis très contente d'être ici parmi vous. En tant qu'ancien délégué syndical CGT à une époque, notamment dans une entreprise qui travaille dans le RSE. Aujourd'hui, je suis dans ce syndicat en Suède, mon pays d'origine, ce que vous pouvez certainement deviner à travers mon accent. Je travaille actuellement chez Union, c'est le plus grand syndicat de Suède, qui est membre de TCO, qui est la Fédération des cadres, aussi bien publics que privés. Union aujourd'hui a 750 000 membres, c'est des cadres du secteur privé, toutes branches confondues. La transition juste, c'est le volet que nous avons choisi pour travailler plus précisément sur la RSE de manière concrète. On le fait sur 2 piliers. Un premier pilier, c'est en tant qu'acteur politique. Certes, on n'est pas des partisans d'un parti politique en particulier, mais nous sommes extrêmement engagés pour donner des avis sur les politiques qui nous sont favorables. Et l'axe principal, c'est justement tout ce qui a à faire avec les compétences de demain. Ça veut dire l'employabilité, le développement des compétences dans les entreprises, mais également des moyens étatiques qui puissent apporter de valeur à ça. Le deuxième pilier, c'est en tant que déployeur des politiques de transition juste dans les entreprises. Et ça passe bien entendu à travers la dialogue
dialogue social et les accords négociés. La spécificité du modèle suédois que vous connaissez peut-être pas tous, c'est justement que le marché d'emploi est géré par les partenaires sociaux et non par l'État ni par les lois, essentiellement. La méthode de négociation et de dialogue a été utilisée depuis presque 100 ans avec grand succès et qu'on a très bien géré, en tout cas, toutes les transitions des branches qu'on a vues depuis une centaine d'années. Et nous pensons que c'est aussi la méthode propice à cet énorme changement qu'est la transition climatique. L'autre spécificité du modèle, c'est justement que même le syndicat met les moyens pour sauver les personnes, donc les ouvriers et les cadres, mais non les emplois, parce qu'on pense qu'effectivement, que c'est dans la nature des choses que le marché d'emploi et les métiers changent. Donc ça ne sert à rien de s'obstiner, de garder des métiers ou des industries qui ne sont pas durables, si on regarde globalement, mais que c'est de notre devoir de prendre en charge et faire en sorte que les salariés d'aujourd'hui puissent également retrouver un travail de qualité demain. Donc, on peut synthétiser que l'approche suédoise est plutôt effectivement une méthode que des projets tellement innovateurs. C'est une méthode effectivement qui adhère aussi bien les salariés, puisque 70% des salariés en Suède sont syndiqués, et également les patrons, parce que 80% des organisations ou des entreprises sont membres d'une organisation patronale. On travaille également plus précisément sur le déploiement. On a entendu un peu ce que disait un des camarades chez Scania tout à l'heure. Quand j'étais recrutée dans le syndicat en Suède, c'était suite justement à des décisions d'un congrès qui disait qu'aujourd'hui, le développement durable ou la RSE, on peut choisir ce qu'on est le plus à l'aise avec, est tellement important qu'il faut que nos militants syndicaux comprennent mieux le sujet et surtout qu'ils puissent s'engager dans le dialogue et avoir un impact sur la politique de développement durable de l'entreprise, pas uniquement en Suède, mais au niveau global. Ça veut dire, bien sûr, dans les entreprises multinationales, mais également dans les plus petites entreprises où il y a les chaînes de valeur qui sont forcément internationales aujourd'hui. Donc, on a développé tous des outils, des formations. On a acheté, par exemple, des formations universitaires auxquelles nos militants syndicaux pouvaient participer en dehors de leur temps de travail. On a développé aussi des outils que chacun peut analyser leur propre entreprise pour voir où est-ce qu'ils sont, sur quel sujet est-ce qu'ils sont en accord avec ce que nous souhaiterions que leur entreprise travaille, et aussi fortement engagés, bien sûr, au niveau européen sur les directives qui concernent le développement durable. Par rapport, on a aussi au dernier en date, que je pense peut-être intéressant puisque c'était négocié en octobre. C'est une rareté en Suède, c'est un accord tripartite, ça veut dire avec l'État également. Et on appelle ça l'accord de confiance, justement. Et c'est quoi? C'est justement qu'aujourd'hui, on doit donner aux salariés, même au milieu de la vie professionnelle, un nouveau type d'accompagnement pour la formation, pour qu'ils puissent soit se développer dans le métier qu'il ou elle a aujourd'hui, mais qui va changer, ou changer complètement de carrière. Donc l'accord permet à chacun de pouvoir former dans le métier qu'il le souhaite. Donc ce n'est pas l'employeur qui décide, c'est nous-mêmes. Et de faire ça pendant 1 an et payer 80% de son salaire. Les enjeux que nous avons dans le travail qu'on fait pour la transition juste, climatique juste, je pense, sont liés un peu à ça. C'est d'une part que c'est notre rôle et notre responsabilité de faire en sorte que nos membres comprennent les changements qui sont en cours et puissent justement profiter de ces accords négociés et les aides qui existent pour qu'ils puissent trouver un travail demain ou continuer dans l'entreprise dans laquelle ils sont aujourd'hui. Et ça, ce n'est pas du tout le cas aujourd'hui. On avait fait des études, il y a très peu de personnes ou des membres aujourd'hui qui comprennent quel impact ça va réellement avoir sur leur secteur et sur leur métier de demain. Donc ça, c'est vraiment un travail de fond sur lequel on doit se pencher. Le deuxième, c'est
le conflit d'intérêts que nous identifions dans certaines branches, notamment le transport aérien, où toute discussion ou dialogue sur le fait qu'effectivement aujourd'hui le transport aérien n'est pas durable pour les raisons qui consomment des énergies fossiles et vont le faire pendant longtemps, est très mal vécu par nos membres qui pensent qu'on n'est pas de leur côté. Au contraire, on doit dire la vérité, c'est comme ça, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour que vous puissiez demain travailler dans d'autres parties, toujours dans votre secteur, tel qu'il va être, ou peut-être trouver d'autres choses qui peut être intéressant pour vous. La troisième, je dirais que c'est la notion même de la croissance, puisque même dans nos propres rapports aujourd'hui, quand on fait des analyses économiques des branches ou même de l'économie suédoise, on met en avant la croissance comme quelque chose qui est éminemment positif, sans prendre en compte forcément qu'est-ce que ça veut dire la croissance finalement. Est-ce que c'est ça qui fait qu'il y a plus d'emplois demain? Est-ce que des emplois décents notamment? Et est-ce que c'est ça qui fait que tous les salariés vont être en bonne santé et contents et avoir un salaire décent et une vie décente? Donc, je vais finir. J'ai compris que mon temps est fini, mais en tout cas, c'est extrêmement intéressant pour moi d'écouter vos propos aujourd'hui. Je les prends avec moi pour qu'on puisse aussi s'inspirer les uns et les autres. Merci. Parole à Aurélie Trouvé. Bonjour à tous. Je mets juste le chronomètre parce que je sens que sinon je vais parler 1 heure. Mais tu me le diras, voilà. Bon, ouais. Bonjour à toutes et tous et merci beaucoup évidemment pour cette invitation. Je ne vais pas évidemment répondre à tout ce qui a été dit dans la salle, d'abord parce que, je vais vous faire part de réflexions auxquelles ça m'amène en vous écoutant, mais d'abord parce que je pense que vous êtes 1000 fois plus compétents chacun dans le secteur dans lequel vous travaillez. Voilà, moi je suis ingénieure agronome et par ailleurs enseignante-chercheuse en économie. Mais justement, pourquoi je précise ces 2 casquettes? Parce que je pense que justement pour penser le développement d'un secteur, en l'occurrence ici l'agriculture, il faut le faire en connaissant particulièrement les processus productifs. Et que ça renvoie à ce que vous dites, c'est-à-dire que la transition d'un secteur se fait en discutant avec les travailleuses et les travailleurs de ce secteur, avant tout. Parce que c'est eux qui connaissent le mieux, finalement, leur outil de production, quoi. Voilà. Et je fais partie, moi, d'un courant de recherche en agroéconomie qui dit que voilà, on part des connaissances, des savoir-faire des agriculteurs pour penser le développement agricole de demain et on ne le fait pas sans eux et contre eux évidemment, quoi. Donc ça, c'est, je pense, un principe important sur la question de la transition écologique et sociale. Alors la question a été posée, pourquoi faut-il absolument... en tant que syndicat de salariés, en tant que mouvement qui se préoccupe d'abord de fin de mois et de droits de salariés, pourquoi faut-il absolument s'emparer des questions écologiques? D'abord parce que, et ça a été dit, la question écologique, elle est profondément sociale. Alors parce que les premiers responsables de cette crise écologique, ce sont les plus riches par leur mode de consommation, ce sont les grands patrons, les grands détenteurs de capitaux qui sont les premiers profiteurs de l'exploitation par le capital de la nature, voilà. Mais aussi parce qu'il y a quelque part, il y a un processus commun. Je reprendrai là les mots, moi, quelqu'un qui m'est cher, qui était un grand agronome, René Dumont, qui dit c'est un seul processus, le capitalisme, qui exploite à la fois le travail et la nature. C'est le capitalisme qui est en cause et qui, dans un même mouvement, exploite ce vivant et ce travail. Et donc, évidemment, face à ça, la question elle est posée, comment les travailleurs, comment ceux qui se battent contre la destruction de la nature luttent ensemble contre un même système et inventent ensemble d'autres systèmes. Et l'autre chose qu'il faut souligner, c'est que les premières victimes, évidemment, de cette crise écologique, ce sont précisément les travailleurs les plus précaires. C'est eux qui vivent d'abord, par exemple, alors je prendrai souvent l'exemple de l'agriculture, vous m'excuserez, mais les premières victimes des pesticides, c'est les saisonniers agricoles, en fait. Voilà, et les premières victimes aujourd'hui de la crise écologique, c'est pas les plus riches, c'est ceux qui n'ont pas d'autre choix que d'habiter en dessous d'un passage d'avion, à côté d'une autoroute, qui peuvent pas accéder à une alimentation bio, parce que c'est faux de dire que le bio est accessible à tout le monde, voilà. Et c'est ça
en premier lieu, je pense qu'il est important de souligner, c'est que cette crise écologique, elle est profondément sociale, mais la sortie de crise écologique peut être profondément antisociale. Parce qu'on peut tout à fait avoir une écologie de droite antidémocratique autour de ce que vous avez appelé le capitalisme vert, qui par ailleurs passera par des mécanismes de marché, type le marché carbone, dont on sait qu'il est très défaillant, ou type la neutralité carbone, hein. Juste un petit calcul, mais par exemple, si on voulait faire de la neutralité carbone pour Shell, il faudrait, avec de la reforestation, il faudrait reforester tous les Pays-Bas. Voilà. Donc pour vous dire l'inanité de ce type de mécanisme de marché. Et ça renvoie à ce que vous disiez sur le capitalisme, c'est-à-dire que, au fond, si on veut répondre véritablement aux besoins socio-écologiques, eh ben, il faut remettre en cause quelque part, ou en tout cas, il faut bousculer fortement les fondements du capitalisme. Parce que ça veut dire que, du coup, on ne prend plus les décisions principales de production dans les entreprises en fonction de la rentabilité financière et des attentes des actionnaires, mais en fonction de ses besoins socio-écologiques. Donc ça veut dire, qu'il faut un pilotage par l'État et par les pouvoirs publics beaucoup plus important. Donc ça veut dire, bon, moi je pourrais en parler longuement, mais pour moi, une planification écologique et démocratique, écologique et sociale, qui d'ailleurs fonctionne, enfin qui pense sur le long terme, ce qui est incapable de faire aujourd'hui le marché. Penser sur 10, 20 ans, le marché ne sait pas faire. Donc on a bien besoin de pouvoirs publics, et en particulier d'un État, pour pouvoir, alors évidemment, refonder démocratiquement, en lien et en dialogue avec les travailleurs, avec... Voilà, pour penser ces trajectoires de long terme, quoi. Puis ça veut dire aussi que dans les conseils d'administration, eh bien, on revoit totalement les règles pour que les travailleurs, les pouvoirs publics, les usagers, etc., soient majoritaires dans les décisions. Et puis ça veut dire aussi que dans les entreprises des grandes ressources stratégiques, alors on a parlé d'EDF, ça reste évidemment entièrement public et aux mains des pouvoirs publics en lien avec les salariés dans ces entreprises. Donc, quelque part, une fois qu'on a dit qu'on voulait une économie qui vise les besoins socio-écologiques, à partir de là, effectivement, le capitalisme est remis en cause dans ses fondements principaux. Voilà, c'était pour répondre à cette question, cette grande question du capitalisme. Bon. Mais ça veut dire aussi que, et puis, parce que j'entends ce qu'il dit sur la difficulté, c'est-à-dire les travailleurs et travailleuses des industries les plus polluantes, mais à quelle sauce on va être mangé, quoi. Ça, évidemment, c'est une préoccupation tout à fait centrale et légitime. D'abord, ça veut dire qu'il faut absolument du dialogue entre d'abord les travailleuses et travailleurs de ces industries, de ces secteurs-là, et ceux qui portent aussi des revendications environnementales, parce qu'on ne peut pas nier aujourd'hui la puissance, la montée des mouvements des jeunes pour le climat, et pas que des jeunes d'ailleurs, et des préoccupations des générations, de nos générations et des générations à venir, ou anciennes d'ailleurs, mais voilà, de ce que va devenir la planète, et parce qu'on n'a pas le choix. Si vous reprenez les rapports du GIEC depuis 30 ans, qui sont de plus en plus alarmistes, la conclusion est très limpide. Elle est celle d'un besoin profond de changement des modes de production et de consommation, ça a été dit, y compris avec l'acceptation qu'il va falloir, et je dis bien en moyenne et à l'échelle nationale, une diminution de la consommation matérielle et énergétique. Et je dis bien en moyenne, parce qu'évidemment, on ne va pas demander aux plus précaires qui sont déjà en précarité énergétique et matérielle de baisser leur consommation. Mais ça veut dire quand même qu'il va falloir s'attaquer, par exemple, au mode de consommation des plus riches. Et bon, je vous passe les chiffres d'Oxfam sur les énormes inégalités d'émissions de gaz à effet de serre entre les 10% les plus riches, enfin les 1% les plus riches et les 10% les plus pauvres, mais elles sont absolument écrasantes, quoi, enfin énormes. Mais ça veut dire voilà, qu'il va falloir globalement quand même aussi revoir nos manières de consommer et d'agir. Enfin, j'y arrive juste après, mais je pense que justement, il est urgent que ceux qui se préoccupent des questions sociales s'emparent complètement des questions écologiques, parce qu'il faut que ça puisse se faire, il ne faut pas que ça puisse se faire justement contre les plus précaires, contre les plus pauvres, etc. Et du coup, moi je pense qu'il y a une revendication qui est à mon avis essentielle aujourd'hui, et je cite souvent ce bouquin parce que moi il m'a beaucoup marqué, c'est le bouquin de Tcherneva, qui est l'économiste... vous savez, du groupe Bernie Sanders, Alexandria Ocasio-Cortez, etc. Donc c'est la gauche des sociodémocrates aux États-Unis. Un bouquin qui s'appelle La garantie de l'emploi et que je trouve très lumineux. Et je pense qu'il faut qu'on ait le courage, pour ma part, de porter
la garantie de l'emploi. C'est-à-dire que la transition écologique doit en même temps garantir un emploi digne pour chacune et chacun. Et une fois dit ça, eh bien, on peut discuter des trajectoires avec des grands débats, y compris sur la transition énergétique. Bon, moi, je ne lis pas les propositions de Plus Jamais Ça de la même façon. Je pense qu'il y a toujours un désaccord sur le nucléaire dans Plus Jamais Ça, parce que tout simplement, je pense qu'il faut respecter les désaccords entre chacune des organisations, mais enclencher le dialogue pour essayer d'avancer ensemble. Bon. Et à partir de là, oui, il faut un grand dialogue, y compris sur la transition énergétique. Il y a des scénarios, je sais, qui font débat du type négawatt, bon, sur efficacité, sobriété, énergie renouvelable. Voilà, comment... En tout cas, il faut un grand débat de société sur le nucléaire qui se fasse, y compris avec les travailleurs d'EDF et de l'électricité, enfin, et du nucléaire. Mais il faut avancer là-dessus. Bon, moi, ma position, je ne la cache pas, elle est pour une sortie programmée, échelonnée, de multiples raisons. Je ne vais pas rentrer dans le débat là d'une sortie du nucléaire, mais ce n'est pas une position arrêtée. Je pense surtout ce qui est urgent, c'est un dialogue tous ensemble sur ces questions-là, qui soient apaisés, sereins, et que les pouvoirs publics organisent, et qu'on ne se cache pas derrière le petit doigt en attendant que les tensions montent encore davantage. Et alors, juste deux derniers petits points sur la question des transitions, et de comment on pourrait penser des transitions écologiques qui ne soient pas en rupture totale, enfin en contradiction avec le social. Moi, je vais reprendre la question, par exemple, de la hausse des prix de l'essence, de l'énergie et des taxes. Vous vous souvenez, les Gilets jaunes, c'était parti sur une hausse du prix des carburants. Voilà. Mais je pense que typiquement, partir de la hausse des prix du carburant ou de l'essence, etc., comme premier point d'une transition écologique, c'est catastrophique du point de vue social. Parce que ça touche en premier lieu les revenus des plus précaires. Parce que dans le même temps, ça ne propose pas des alternatives avec des transports en commun accessibles et gratuits à toutes et tous. Parce que dans le même temps, ça ne propose pas la relocalisation des services publics de proximité. Et là, j'en arrive au logement social. Ça ne permet pas non plus d'assurer un logement à toutes et tous accessible à côté de son travail. Voilà. Et là, c'est des questions éminemment importantes qui, par ailleurs, nécessitent une planification, mais justement en reliant complètement l'écologie et le social, et en faisant en sorte donc que ça ne se fasse pas contre les classes les plus précaires. De la même façon, je pense que une transition écologique, elle doit assumer, ça a été dit, la relocalisation industrielle. C'est-à-dire que non seulement ça ne doit pas être néfaste pour les classes moyennes et précaires d'ici, mais ça ne doit pas être néfaste pour les pays à l'étranger, et notamment qu'on arrête d'exporter notre pollution. Donc ça veut dire relocalisation et reconversion de l'industrie en France. Et c'est la fin, donc juste un tout petit mot, moi, parce que évidemment, je ne peux pas m'empêcher de parler d'agriculture, mais pour vous donner une image de ce qu'il ne faut pas faire et ce qu'il faudrait faire à partir de la question agricole. Vous avez vu le projet France Relance 2030. 3 objectifs, 3 priorités, et c'est catastrophique. Robotique numérique, génétique. Voilà. Et bien ça, c'est une catastrophe. Pourquoi? Parce que ça va être une transition écologique au service des grands patrons et au détriment des agriculteurs. Pourquoi? Parce que ça va se faire avec de l'endettement des exploitations, avec du remplacement du travail par du capital. Parce que ça va se faire au détriment de l'exploitation familiale, qui ne pourra plus, vu l'énorme capital qu'elle va concentrer, qui ne pourra plus être transmise de manière familiale. Parce que ça va être de la pollution par les data, par le numérique. Donc pour moi, c'est une énorme impasse, alors qu'aujourd'hui même, on a justement des agriculteurs qui montrent d'autres chemins à travers ce qu'on appelle l'agriculture, l'agroécologie, l'agriculture économe autonome. Et donc là, encore une fois, on a une impasse totale. Ce que je veux dire, c'est qu'on a, de mon point de vue, les solutions écologiques et sociales, qu'elle passe par de profonds changements, mais qu'attention, et je finirai là-dessus, si effectivement les travailleurs, si les représentants de ceux qui portent des questions sociales ne s'emparent pas toutes aujourd'hui même et dans les années à venir de ces questions écologiques, on aura ce type de réponse contre les travailleuses et travailleurs. Voilà. Merci, merci beaucoup. Merci. Merci. Alors le temps a filé.
Je ne vais pas prétendre vous faire des conclusions eu égard à ce qui vient de se dire. C'est plutôt un débat qui s'ouvre et qui se poursuit. Vos questions, elles ont soulevé vos interventions ont soulevé beaucoup de questions et apporté beaucoup d'illustrations qui démontrent que le syndicalisme doit s'emparer des questions environnementales en y liant les questions sociales, d'emploi, en portant des projets de politique industrielle, en soutenant une recherche et le financement de la recherche. Je voulais juste peut-être insister sur le fait qu'il est très important que l'on porte ces débats avec nos syndiqués, qu'on s'appuie sur l'expertise des ICTAM comme on entend le faire avec le radar environnemental, qui est l'un des projets que le GIC veut porter dans ce nouveau mandat. Et puis ne pas oublier aussi qu'il faut aussi qu'on intervienne au niveau de l'Europe et qu'on a l'appui aujourd'hui, un appui sérieux avec Eurocadre à ce sujet. Donc il ne s'agit pas d'opposer environnemental et social, mais bien de voir comment on décide, comment on construit, comment on finance et comment on maîtrise tout ça. Merci beaucoup pour toutes vos interventions. Et merci Aurélie. Merci beaucoup pour l'intervention collective. Donc Aurélie Trouvé, mais également Anne-Catherine Dolium, Fabienne Tato et puis bien sûr Gaëlle Tanguy.